Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui l'étude Confidence. Donc après la randonnée en Suisse, on revient assez terre à terre, HUG, consultation typique. Donc ça ne va pas être très exotique, mais par contre très fréquent. Donc j'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Et je commence par un peu d'épidémiologie de l'insuffisance rénale chronique. Donc est-ce que c'est fréquent l'insuffisance rénale chronique? Donc oui, on a une prévalence de 9,1%, donc soit une personne sur 10 est atteinte d'insuffisance rénale chronique, et ça a été confirmé également sur des cohortes suisses, donc une maladie extrêmement fréquente. Quelles sont les étiologies? Donc l'étiologie en Europe principale de l'insuffisance rénale chronique reste le diabète, donc 42% des patients qui ont une insuffisance rénale chronique, l'origine est le diabète. Ensuite, on a 22% d'autres et 18% d'hypertension, ce qui fait que plus de la moitié des cas, c'est vraiment diabète et hypertension qui fait l'insuffisance rénale chronique. Est-ce que lorsqu'on a un diabète de type 2, est-ce que c'est fréquent d'avoir une insuffisance rénale chronique? Oui, 40% des patients vont développer une insuffisance rénale chronique. Et comment est-ce qu'on dépiste cette insuffisance? Donc là, on fait un dosage de la créatinine, comme vous le savez, avec la formule CKD-EPI 2021. Et c'est important également de faire un sédiment et un spot urinaire pour quantifier l'albuminurie avec le ratio albumine sur créatinine. Quelle prise en charge? Donc déjà, des mesures hygiéno-diététiques, c'est le plus important. Donc l'arrêt du tabac, limiter l'apport en sel à 5 grammes par jour, une activité physique régulière, un BMI dans la norme si possible, un contrôle tensionnel, on diminue les apports en protéines lorsque l'insuffisance rénale est avancée et on contrôle le cholestérol et le diabète de façon optimale. Et ensuite, au niveau médicamenteux, qu'est-ce qu'on a actuellement comme piliers de prise en charge de l'insuffisance rénale? Donc en fait, actuellement, on a 4 piliers de prise en charge. Donc chaque patient qui a une néphropathie diabétique, on devrait évaluer si on peut mettre ces 4 traitements ou pas. Donc l'IEC ou le Zartan, connu depuis de nombreuses années. On a également les inhibiteurs SGLT2 qui font partie de la prise en charge de la néphropathie diabétique. Avec, là, je vous ai mis 2 études, ce n'est pas exhaustif comme liste, mais l'étude DAPA-CKD en 2020 et AMPA-Kidney en 2023, qui a permis de montrer que les inhibiteurs SGLT2 diminuent le déclin de la fonction rénale. On a également les antagonistes non stéroïdiens des récepteurs minéralocorticoïdes, donc la finérénone, avec l'étude Fidelio et Figaro. Et ensuite, les analogues GLP-1 avec l'étude FLO de l'année passée, qui a montré également une diminution du déclin de la fonction rénale. L'étude dont on va parler aujourd'hui s'est intéressée à savoir est-ce qu'il y a un apport à associer les inhibiteurs SGLT2 et les antagonistes non stéroïdiens des récepteurs minéralocorticoïdes, parce qu'en fait, dans l'étude Fidelio et Figaro, il n'y avait que 5% des patients qui étaient sous inhibiteurs SGLT2, donc on ne savait pas si ça avait un effet additif. Donc c'est une étude parue en juin de cette année dans le New England qui a essayé d'évaluer si la combinaison finérénone plus empagliflozine réduit plus efficacement l'albuminurie que chaque médicament seul. Le PICO de l'étude, donc la population, c'est des patients atteints d'une maladie rénale chronique avec un diabète de type 2 qui ont une albuminurie entre 100 et 5000 mg par 24 heures. L'intervention, c'était un traitement combiné, donc finérenone et empagliflozine, versus soit la finérenone seule, soit l'empagliflozine seule, avec un ratio 1:1. L'outcome, c'était le changement relatif du rapport albumine sur créatinine, donc au spot, entre le début de l'étude et le 180e jour, soit à 6 mois. La méthode, c'est un essai randomisé, contrôlé, double aveugle, multicentrique, qui a donc essayé de savoir si la combinaison finérenone et empagliflozine réduit plus efficacement l'albuminurie que chaque médicament seul, mais également la tolérance et la sécurité des traitements, de les mettre ensemble dès le début, est-ce que ça pouvait être fait? Pour le screening, donc les critères d'inclusion, c'était un GFR entre 30 et 90, une albuminurie entre 100 et 5000 mg par 24 heures, un diabète avec une hémoglobine glyquée qui devait être moins que 11, et déjà un IEC ou un Zartan à dose maximale tolérée depuis plus d'1 mois. Les contre-indications étaient un diabète de type, les critères d'exclusion, c'était un diabète de type 1, une calémie à plus que 4,8, une insuffisance cardiaque à FEVG diminuée avec symptomatique, et sinon un traitement déjà par inhibiteur SGLT2 ou finérenone dans les 8 semaines avant le début de l'étude. Combien de patients ils ont inclus? Ils ont inclus 800 patients, et dans ces 800 patients, ils ont donc fait 3 groupes, avec
269 patients dans le groupe finérenone et empagliflozine, 264 dans le groupe finérenone seul et 267 dans le groupe empagliflozine. Et si on regarde, il y avait environ, dans chaque groupe, il y a des patients qui n'ont pas complété entièrement leur traitement, mais c'était environ égal dans les 3 groupes. Et la population, si on regarde les critères, la table 1 habituelle, donc c'est des patients qui avaient en âge moyen 66 ans, 25% de femmes, les origines étaient majoritairement caucasiennes et asiatiques, une hémoglobine glyquée à 7,3, donc des diabètes plutôt bien contrôlés, des BMI à 29, donc des patients en surpoids, avec un GFR à 54 ml par minute, avec une albuminurie moyenne de 579 mg par 24 heures. Et donc, est-ce que ça marche de combiner ces 2 traitements chez les patients donc, avec une insuffisance rénale et un diabète? Donc oui, la combinaison en fait de l'empagliflozine avec la finérenone, ça ne marche pas, j'ai pas le compteur. Je vais voir s'il arrive. A permis de faire une réduction de 52% du rapport albumine-créatinine par rapport à la valeur de base. Donc ça marche. Et ceci marche mieux qu'à la finérenone seule, parce que c'est 29% supérieur à la finérenone seule et 32% supérieur à l'empagliflozine seule. Vous voyez que l'effet il est déjà présent à partir du 14e jour de traitement et il est maximum donc à 3 mois. Un des outcomes secondaires, c'était une réduction de 30% de l'albuminurie à 6 mois. Et donc 70% des patients dans le groupe traitement combiné ont atteint cet objectif, contre 52% dans le groupe finérenone et 52% dans le groupe empagliflozine. Donc la combinaison permet une diminution plus importante de l'albuminurie que chaque traitement seul. Qu'en est-il de la sécurité? Donc, la finérenone va faire augmenter le potassium, ça a le même effet que la spironolactone. Donc, l'augmentation de la calémie était de 0,27 millimoles dans le groupe traitement combiné du potassium sérique, donc une augmentation qui est vraiment plutôt faible, et 0,19 dans le groupe finérenone seul. Évidemment, dans le groupe empagliflozine, il n'y a pas eu d'augmentation de la calémie. Qu'en est-il du GFR? Donc, quand vous introduisez ces traitements, on voit en général un déclin du GFR qui est attendu parce que en fait, c'est un effet hémodynamique. Ça ne devrait pas diminuer de plus de 30% le GFR. Et si on combine empagliflozine et finérenone, il y a en effet une baisse du GFR qui est plus importante. Mais je vous rappelle que la baisse du GFR est initiale, mais après, au long cours, on va permettre de diminuer le déclin de la fonction rénale. Ça a été montré pour les inhibiteurs SGLT2 et la finérenone. Et donc ici, il y a une baisse du GFR qui est plus importante quand on combine les 2 traitements, mais qui est réversible à l'arrêt du traitement. Qu'en est-il de la tension artérielle? Donc, est-ce que si on combine les traitements, on baisse plus la tension artérielle? Donc oui, on va baisser de 7,4 mm la systolique dans le groupe traitement combiné. Mais par contre, il n'y a que 3 patients qui ont dû arrêter le traitement en raison d'hypotension symptomatique. Qu'en est-il des effets secondaires? Donc vous voyez qu'il y a quand même 50% des patients qui ont déclaré des effets secondaires. Par contre, il n'y en a que entre 3,5 et 4,5% qui ont dû du coup arrêter le traitement. Et la cause principale, c'était un déclin trop important de la fonction rénale ou une hypercalémie. Donc on arrive à la fin de ma présentation. Quels sont les points forts de l'étude? C'est un design de l'étude, donc vraiment le design de l'étude, donc randomisé, double aveugle, multicentrique. La population est quand même représentative du patient avec une insuffisance rénale chronique et un diabète de type 2, même si je pense qu'on aurait voulu un petit peu plus de femmes dans cette étude. Une haute adhérence au protocole avec quand même 93% des participants qui ont complété l'étude, donc ça c'est vraiment une force. Et puis une sécurité, un effet rapide et marqué de la combinaison, avec une sécurité qui est acceptable selon les effets indésirables qui ont été rapportés. Les limites, vraiment le critère principal, c'est-à-dire que c'est juste l'albuminurie qui baisse. Après, on sait dans les autres études que quand l'albuminurie baisse à 6 mois, normalement, on a un effet protecteur sur le déclin de la fonction rénale au long cours, mais ça n'a pas été montré dans cette étude. Et donc, on aimerait bien avoir une autre étude avec vraiment un critère clinique dur, comme le déclin de la fonction rénale, les insuffisances rénales terminales ou la mortalité. La durée est vraiment courte, 6 mois de traitement, donc ça ne permet pas d'évaluer l'effet au long cours. Et puis, il n'y a pas de comparaison avec une stratégie de traitement séquentielle, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mettre les 2 traitements tout de suite ou est-ce qu'il faut les introduire petit à petit? C'est une question qui reste ouverte.
Donc pour résumer, actuellement, il y a en effet les 4 piliers de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et du diabète de type 2. Et du coup, les inhibiteurs SGLT2 et la finérénone ont un effet additif. Je crois que les inhibiteurs SGLT2, on a vraiment l'habitude de les prescrire parce qu'il y a de plus en plus d'indications, mais je vous ai fait un petit résumé sur la finérénone. Donc vous pouvez le prescrire, il n'y a pas besoin d'être néphrologue pour prescrire la finérénone. Vous pouvez le prescrire seulement si le potassium est moins que 5 millimoles par litre. Actuellement, les recommandations internationales de néphrologie disent qu'à partir de 25 de GFR avec une albuminurie plus que 30 mg par 24 heures sous IEC et dose maximale, il y aurait l'indication à la finérénone. Mais actuellement, la liste des spécialités dit que le remboursement, c'est uniquement si vous êtes entre 25 et 60, il faut plus que 30 d'albuminurie, et plus que 60 de GFR, il faut plus que 300 d'albuminurie, donc une albuminurie à 3. Et attention, s'il y a une association avec un inhibiteur SGLT2, ils veulent vraiment une albuminurie à 3 pour le remboursement. La posologie, c'est 20 mg si on a un GFR à plus que 60, 10 mg entre 25 et 60, et on ne donne pas si le GFR est moins que 25. Par contre, si le traitement est instauré, on peut le laisser si le GFR baisse. Par contre, il faut vérifier la calémie de manière plus rapide et plus ou moins arrêter le traitement. Il faut évidemment contrôler la calémie à 4 semaines et ensuite il est nécessaire de faire un contrôle de la calémie tous les 4 mois, donc il faut aussi discuter avec le patient s'il est prêt à faire ce suivi. Je vous remercie pour votre attention et je réponds volontiers à vos questions.